Donc, je vous ai brièvement évoqué l'histoire de cette, de cette orientation qui a un peu changé ma vie, parce que quand on commence à s'intéresser à une œuvre, c'est vrai que à une théorie, à une œuvre, à un auteur, à un peintre, c'est vrai que ça touche votre vie. Tout à l'heure, je parlais avec ma collègue Sündüz. Vraiment, la sémiotique nous a ouvert, et je crois que Ayşe Kıran aussi partage cette même impression. Et surtout, la sémiotique ouvre de nouvelles portes épistémologiques, méthodologiques et aussi amicales, sociales. Et dans les milieux de la sémiotique, j'ai rencontré de merveilleuses personnes avec qui je suis très contente, très heureuse de travailler. C'est une façon de vivre, modus vivendi. La sémiotique, surtout, comme c'est pluridisciplinaire, ça ne fatigue jamais, ça n'ennuie jamais. À chaque moment, on découvre quelque chose de nouveau. Et si bien que cette première analyse que j'ai faite, bon, elle a été publiée dans une revue d'art qui était assez efficace à l'époque parce que ça date de 1994. Et puis un beau matin, un monsieur qui m'appelle, qui dit « Vous êtes bien Madame Nedret Tamiolac ?» Oui, c'est moi-même. Je suis Balkan Naci Simya. Bonjour monsieur, j'ai lu votre analyse. Je veux bien vous connaître parce que dans les milieux de critique d'art, on est nul. Soit on fait des interviews et on propose, on transcrit ce que nous disons, mais jamais d'analyse d'ouvrage, jamais une approche de commentaire, si ce n'est Balkan Naci Simya a fait quelque chose de magnifique. C'est pas ça dont on a besoin. Donc, il avait beaucoup apprécié mon travail, ma petite étude. Quand même, j'avais réussi à faire un carré sémiotique, etc. Puis, j'ai fait trois autres recherches, analyse, semi-analyse, un compte-rendu, et aussi une préface à une grande rétrospective. Il m'avait gentiment demandé, c'était un plaisir, donc je suis entrée de plus en plus dans son œuvre. Et finalement, tous ces efforts se sont concrétisés, malheureusement après sa mort, parce que je voulais publier, rassembler ces articles, mais il n'a pas pu le voir. C'est la pandémie, toutes sortes de malheurs que nous avons vécus, et il était malade. Et donc ça a vu le jour, mon ouvrage a vu le jour, donc j'ai ajouté d'autres analyses, purement sémiotiques, mais je suis restée toujours dans le cadre de l'œuvre de Istinieri. Et ma chère collègue et professeure Ayşe Kıran a eu la gentillesse de relire tout. Et donc, toutes les épreuves, elle les a lues. Et comme elle est professeure, elle disait « Tu as bien fait, belle idée, bonne idée ». Donc, j'ai reçu Aferin de mon professeur. Donc, ce sont des choses qui nous nourrissent, qui nous donnent une façon d'être au monde aussi, ce travail. Donc, c'est vrai que parfois on est fatigué, mais plus on est fatigué, plus on a envie d'entrer dans une œuvre. Donc maintenant, je vais passer aux analyses. C'est donc cette première analyse initiale. Donc qu'est-ce que j'ai vu dans cette... j'ai ramené quelques schémas. Donc si c'est la parole de l'artiste, donc il doit y avoir un énonciateur, donc c'est l'énonciateur. Parce qu'il y a aussi un monsieur quelqu'un qui disait où êtes-vous, avez-vous faim, etc. Donc c'est une parole qui simulait le schéma communication. Donc je suis partie à partir du schéma communicationnel. Il y a un destinateur qui dit
implicitement je, parce qu'il dit tout le temps vous avez faim, vous êtes qui, vous êtes venu, entrez par là, sortez par là. Donc, il y a un vous explicite et un je implicite parce que impliqué par ce vous. Et donc, il utilisait les codes formés des signes linguistiques et des signes visuels. Ensuite, j'ai relevé les couches significatives. Donc, j'ai vu un discours encadrant, un discours encadré. Et le discours sur le mur, ça relevait de l'isotopie de l'écrit. Sur les murs de la galerie, les phrases étaient noires sur blanc. C'est un discours encadrant. Et donc, j'ai repris quelques... Je crois qu'ils étaient au nombre de 47. Je les avais comptés à l'époque. Et puis, donc, le sujet de l'énonciation, celui qui pose les questions. Donc, le rôle thématique, c'est le peintre, mais sémiotiquement parlant, c'est un énonciateur qui s'adresse à un énonciataire qui est thématiquement spectateur, visiteur ou lecteur de cette écriture. Ensuite, j'ai vu, c'était le discours encadrant. Le discours encadré, c'est-à-dire ce qui était sur les tableaux des toiles objets. Et là, la structure profonde relevait de l'isotopie du visuel. Il y avait 12 toiles. En forme de légende et de palette d'artistes. Ils sont fabriqués en techniques diverses, bois, acrylique et zinc. Les titres aussi, c'est très important quand il s'agit des œuvres artistiques. Chuchotement, fısıltılar, mot du peintre, ressamın sözleri, écouteur, dinleyici, etc. Donc, le schéma de la communication, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui chuchote, était reprise, le même schéma était repris également par le discours sur les étoiles. Donc j'ai trouvé un effet de ricochet, un discours relayé. Sur l'espace encadrant les murs qui montraient linéairement l'enchaînement des phrases, et sur l'espace encadré, le code visuel se complétait et j'ai trouvé une relation d'implication entre les deux, si bien que donc la parole de l'écrivain, la parole visuelle de l'artiste se trouvait relayée par les écritures sur le mur et vice-versa. Donc une relation d'implication bien établie entre les deux espaces et finalement tout un espace était conçu pour transmettre le message, la parole du peintre. La seconde installation que j'ai analysée s'appelle Suç, crime, qui a été exposée à Yapı Kredi, Galerie Yapı Kredi en 1996. Et c'est l'affiche. C'était toujours la même logique de former ce discours. C'était toujours un discours relayé qui utilisait plusieurs espaces. Cette fois-ci, c'était une galerie à 2 étages et les 2 étages comportaient les différents objets et des peintures. Par exemple, il y avait un bureau d'école, okul sırası, les planches horizontales, et je vais vous montrer tout à l'heure, et les tiroirs d'archives, comme des légendes de paroles tout à l'heure. Imaginez des tiroirs, des toiles formées en forme de tiroir avec 2 anses comme ça, et puis une sorte de poche où on met généralement les lettres de A à F, de F à K. Vous voyez, c'était comme une sorte de bureau, une archive des crimes, évidemment, parce que il s'agissait des crimes. L'isotopie thématique, c'était le crime. Sur les murs, donc il y avait, et sur les
sur les tiroirs, toiles, il y avait également des photos de crânes, d'os, des parties du corps, des figures anatomiques. Et il y avait également des béquilles adossées dans un coin. Et donc j'ai trouvé que ces indicateurs visuels pouvaient se lire comme sur les isotopies du crime, de la création artistique, etc. Donc vous voyez le pupitre. Sur le pupitre, il y a un livre, un grand livre antique, enfin pas antique mais ancien, qui était lié. Donc c'était le livre des crimes du monde tel que nous avons vécu. Et vous voyez la planche. Sur la planche, il y a des bandes sanitaires sur lesquelles il y a « je suis coupable, tu es coupable ». Donc la parole, l'écriture était partagée sur les bandes sanitaires. Ces blancs-là, vous voyez, ce sont des petites fiches, comme des fiches de lecture des enfants. Et puis c'est un panneau comme ça, qui est comme une sorte de tombe, une pierre tombale, n'est-ce pas, qui répète le même message. Je suis coupable, nous sommes coupables, vous êtes coupable, etc. Et là, vous avez un outil. Tout à l'heure, on parlait des outils, des appareils utilisés. Vous avez un vidéo. C'était un film répétitif, un geste de deux mains qui se lavent avec le sang. Deux mains rouges qui se lavent avec le sang. C'est une référence et il disait le sang ne se lave pas, kan çıkmaz. Donc c'était une sorte de référence au crime universel. Bon, donc il y avait plusieurs codes, vous voyez, visuel, audiovisuel, l'écrit, toujours sur les murs, il y avait toujours cette même écriture. Et les béquilles, je vais vous montrer. Vous voyez aussi la déclinaison de la conjugaison suçlular, suçluydum, ils sont coupables, nous étions coupables, et les béquilles. Donc, j'ai trouvé, donc, on repère facilement la pluralité des codes, donc la pluralité des significations. Donc l'écrit est utilisé, vous voyez la déclinaison. Et puis le visuel, le vidéo, les mains baignant dans le sang, c'est une référence aussi à Lady Macbeth. Et troisième niveau, les installations, c'est-à-dire les toiles et les objets, les tiroirs, les pansements, les béquilles, bureaux d'écoliers, livres de crimes et autres objets. Et pour repérer les champs de signification, les tiroirs toiles renvoyaient à l'enregistrement, les crimes enregistrés, les archives des crimes. Donc, enregistrement des crimes, du mal, les documents, les archives des actes criminels, les documents, etc. Et donc, ça renvoyait également sur le plan thématique, sémantique, à la mémoire, la mémoire collective de l'humanité. Deux types d'acteurs se voyaient, donc ceux qui se souviennent, les acteurs qui se souviennent du crime, et les sujets de l'histoire, ceux qui ont tué. Donc les acteurs, nous les visiteurs, se promenaient en faisant partie de cette installation sur le crime. Les objets utilisés, c'était donc, comme je vous ai dit, les béquilles. Donc, je relevais dans béquilles des handicaps, infirmités, donc les pansements, les plaies mineures, les petites plaies. Donc, j'avais réussi à faire aussi un carré sémiotique entre vie et mort, et non-vie et non-mort, je les avais montrés sous la
sur le carré sémiotique. Donc le crime transmet un contenu sémantique au public à l'aide des codes linguistiques et visuels. Les couches de sens qui composent le contenu placent les réalités individuelles, sociales, historiques dans le discours de l'art, tel que le peintre l'a conçu. L'état d'être un criminel est ancré dans l'espace de l'exposition, avec les possibilités en utilisant donc l'écriture, le visuel, les codes visuels, et pour reprendre ce thème de culpabilité, de crime plutôt, les photographies qui montraient les massacres, les planches anatomiques, les photos anatomiques des camps de concentration rappelaient la réalité historique des tiroirs d'archives. Et celui qui se lavait les mains, et donc c'était une forme continuellement, c'était une seule image, continuelle, donc la perpétuité, la répétitivité. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Ces jours-ci, nous sommes face à d'autres malheurs historiques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec le temps? J'ai commencé à voir dans diverses installations, diverses compositions du peintre, les éléments de grammaire. Les éléments de grammaire tels que tout à l'heure nous avons vu pour Turleman, il a repéré les éléments qui se répètent, les éléments pertinents qui construisent le tableau. Donc j'ai trouvé que j'ai voulu découvrir, recéler les niveaux du langage visuel, et donc aller vers la grammaire et puis vers la syntaxe de ce discours artistique, de ce discours d'art. Parce que Balkan Naci İslimiyeli choisissait pour chacun de ses travaux, de l'assemblage de ces travaux, un concept qui donnait l'homogénéité de la signification. Donc chaque fois un nouveau discours était tenu et je me mettais à l'analyser. Les grands thèmes sont le crime, la migration, l'extinction de la nature comme nous allons voir. Et il utilisait invariablement une pluralité de codes. Jamais il ne se contente d'un seul code. Donc, à partir des éléments pertinents et récurrents, je suis partie à la recherche de la grammaire de la peinture. Premier élément, c'est le visage. Il y a dans à peu près toutes les périodes de l'artiste, il y a le visage. C'est une période, il appelle ça pentimento, parce que c'est le retour de l'Italie. Il est resté à Florence pendant 1 an. Bir yıl mı kaldı Cézanne? Bir yıl mı İtalya dönemi? Et 2 ans. Pendant 2 ans, il a été en Florence, il a étudié les peintres italiens. Il était d'ailleurs un grand admirateur des peintres italiens. Donc, c'est une série de pentimento. Pentimento, ce sont des dessins qui sont repris sur la même surface. Ce sont une série de propriétaires des visages. Maintenant, je veux attirer votre attention sur l'image. Et chaque fois, vous allez voir une différente façon d'être du visage. C'est une installation, l'air, l'eau, la terre et le feu. Il y a bien du temps. Cette fois-ci, le même visage est là, mais vous voyez l'organisation de la surface picturale a changé. Ensuite, le journal de l'artiste, on est en 92, ce sont ces photos, ces images, donc c'est toujours une toile objet, c'est comme un carnet sur lequel il y a cette écriture illisible. En effet, c'est son écriture à lui. Camisole de force, qui est une autre installation exposée en 94, et vous voyez toujours le visage est là. Dit quelque chose qui a été exposé en 2015, là, vous voyez le visage.
Suret, c'est une série d'images, de toiles digitalisées, une composition à partir des œuvres traditionnelles turques. Je vais revenir. Donc, il a repris... non, je ne vais pas revenir, ils sont là. Ce sont Suret, la série Suret, c'est une... Vous voyez la même figure, vous voyez? C'est l'homme, c'est la larme, les larmes de l'amant, de l'amoureux, qui coulent et qui font éteindre l'incendie du cœur, l'incendie, et vous voyez la fumée de l'incendie. Ouais, c'est une image très très symbolique qui date de la peinture anonyme turque. La forme originale, c'est ça. Vous voyez les yeux et puis qui coulent, les larmes qui coulent, c'est l'amoureux, c'est Mecnun. C'est Mecnun et c'est sosie, voilà. Donc c'est Arminalash, ça s'appelle Arminalash, ce sont des locutions connues. Donc louange à toi, donc je pense à toi, et mes larmes se versent. Donc il a repris cette forme, mais nous reconnaissons toujours son visage, c'est le visage du peintre. Ensuite, il y avait une autre série des images de décadence. Ça fait renvoi un peu vers la fin de l'Empire ottoman, les derniers moments de l'Empire ottoman, donc l'architecture de la décadence. Donc nous voyons toujours son visage maintenant doublé. La figure de proue est lui-même, donc le visage. Et c'est une autre image de l'architecture d'une décadence. Et là, vous voyez le sultan Abdülhamit. Vous voyez Istanbul, ce sont des collages. Ça, c'est collages. Toujours en continuant l'élément visage, nous avons une autre, c'est une photo qu'il a fait, ce n'est pas exposé, mais c'est une photo qu'il avait organisée, c'est toujours lui. Et vous voyez un peu, à partir de ce qui a été dit, l'écriture qui vient accompagner l'image, l'écrit et le visuel. Ouais. Mais je reste toujours sur le visage. Une autre représentation du Suret, ça c'est la tête, c'est comme Salomé qui présente sur le plateau la tête de la femme. Bon, donc l'image, toujours l'image, le visage dans la paume du peintre. Je continue avec le visage. Maintenant, le visage, il est toujours là comme élément grammatical, mais il est dans une autre composition, il est dans une autre syntaxe. Cette fois-ci, l'écriture a changé. Ce sont des calligrammes, des lettres. Ce sont des calligrammes. Ça n'a pas de sens. Ce sont des lettres. Les lettres de l'ancien alphabet arabe. Pardon. Mais le visage est toujours là. D'autres visages, ce sont les travaux récents. D'autres visages, c'est la série Soufi. Vous avez maintenant l'écrit, sur le fond il y a l'écrit, les habits des Soufis. Je continue. Le visage est là. Mais maintenant, ce sont des visages stéréotypés. Ce n'est plus son visage à lui, ce sont des visages stéréotypés. Mais toujours le même élément. Ensuite, oui. Donc, comme vous voyez, les éléments à partir du visage
On peut aller vers, je ne veux pas entrer pour chaque exposition évidemment, pour chaque série, les éléments de composition. Visage, kaftan en feutre, ce sont des feutres, couvre-chef en feutre, donc c'est un vêtement de culte. Donc j'ai les trois éléments, vêtements, visage et coiffe, que je considère comme la grammaire de cette série, et il constitue un effet de sens. Donc les trois plans du tableau donc, sont l'agencement de la série Soufi. Restons dans le Soufi. Donc c'est une combinaison à trois plans. À l'arrière-plan, il y a le toile de fond qui est comme dans la parole. Vous voyez le toile de fond, c'est sa signature. C'est Balkanaji similé, noir sur blanc, c'est écrit à la main. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, c'est ici, l'arrière-plan, toile de fond, c'est une écriture continue, répétitive, récursive. Au milieu, nous avons donc la représentation du soufi, d'un soufi, la représentation soufi, minimale, trois éléments, deux éléments, figuratifs avec des derviches avec kaftan, et au sommet, nous avons une composition visuelle composée des unités des lettres. En sommet, c'est pas le sommet, mais en haut, le visage est au visage est superposée cette écriture, cette lettre. Ce n'est pas une écriture, ce sont des lettres. Donc, c'était une façon de montrer, et vous voyez que à partir des éléments reconnaissables, au bout d'un certain moment où on les étudie, on reconnaît les éléments et on retrouve le langage que Balkanaji a créé dans cette série, ou dans d'autres séries également. Et maintenant, une autre série, les masques, ce sont des collages. Donc, il y a un visage qui n'est pas montré, donc nous sommes toujours dans la configuration des visages, donc un visage qui n'est pas montré, sur lequel est ajouté une masque cette fois-ci, et le même, vous allez saisir vous-même la logique de cette représentation. Vous voyez un autre exemple. Donc, est-ce que nous voyons le vrai visage? Où est notre vrai visage? Donc, ça peut aller de toutes sortes d'organisations sémantiques à partir du visage. Mais maintenant, je vais rester dans la grammaire, de ces installations, de ces compositions. Ensuite, les visages deviennent des visages intérieurs, pas des masques, mais des visages intérieurs. Mais toujours, je ne vois pas le vrai visage, enfin, les cils, les yeux, je ne les vois pas. Les visages intérieurs, cette fois-ci, au lieu des masques, nous avons les images anatomiques, les photos anatomiques. J'en ai pris deux, vous voyez, donc un organe de l'intérieur, viscéral, n'est-ce pas, qui est montré sur la face. Donc, en étudiant cette logique de représentation, j'ai essayé d'établir un tableau. Donc, en haut, vous voyez le nom des œuvres, des installations, des compositions. La série Soufi, l'écriture noire, Karayazı, écriture noire l'Afrique, masque et visage intérieur. Donc, le visage est présent partout. J'ai mis des plus. Les vêtements dans trois. Dans les masques et les visages intérieurs, il n'y a pas de vêtements. Couvre-chef est là pour la série Soufi. Écriture, calligraphie superposée sur la face. Chez Soufi, l'écriture noire, il y a cet élément. Dans les autres, je ne les vois pas. Masque ne figure pas dans les trois premières séries, mais dans les autres séries. Et la cavité oculaire se voit vide, c'est toujours vide, se voit presque dans toutes les séries, sauf les masques. Et cette cavité oculaire, dans mon analyse, j'ai mis l'accent sur
un regard qui ne regarde pas, un regard qui ne vise personne, et donc le spectateur, le visiteur ne peut pas viser. Donc il ne regarde que le masque. En effet, nous ne regardons qu'à travers nos masques. Ça va jusqu'à... ça porte beaucoup de possibilités sémantiques. Et le fond de la toile, avec écriture, c'est pertinent chez Soufi. Dans les autres, il n'a pas gardé ce même fond. Donc, l'élément pertinent, l'élément de base, l'élément constitutif, le visage est là, mais nous avons une sorte de syntaxe, une sorte de composition différente. Deuxième élément constitutif, c'est le kaftan, chemise ou camisole. Ce sont les chemises talismaniques qui étaient connues dans l'Empire ottoman, dans la tradition. Soufis, nous avons vu, il y a le kaftan des soufis. Et un autre élément, troisième élément, les cadrans solaires, le temps, les éléments qui mesurent le temps. Ce sont des photos, des compositions en effet, ce sont des toiles objets toujours formées à part dans la série Histoire du peintre. Vous avez en bas le kaftan. Le kaftan, vous reconnaissez le kaftan et aussi le cadran solaire, le cadran solaire. Là. Et maintenant, vous reconnaissez, n'est-ce pas, cette écriture, ce fond construit par, c'est comme tapissé. Donc, toujours le cadran solaire dans l'histoire du peintre. Donc, l'isotopie de la temporalité s'impose. Et nous avons aussi une autre représentation du temps. Et nous avons toujours l'élément temporel. Et quatrième élément, fœtus et ciseaux. C'est un autre élément. Ce sont deux autres éléments qui sont pertinents et répétitifs. Fœtus. Vous voyez ce petit cliché, c'est un cliché de fœtus collé sur le toile objet. Et vous avez un collage. Dans le collage, il y a donc embryon, fœtus, embryon et ciseaux. D'ailleurs, le ciseau, c'est un élément de collage. Il faisait beaucoup de collage, donc c'est un élément pertinent. Et dans cette composition naissance prématurée, nous voyons toujours le fœtus. Et les pieds, la marche et la trace. Quand le pied n'est pas là, sa trace est là. Dans la série R, eau, terre et feu, nous avons donc les deux pas. Le visage, vous voyez en haut, maintenant nous reconnaissons le langage, l'alphabet de Balkanaji. Et les pas, c'est une composition de photos. Pas, pied, marche, chemin, dans la série Adımlar, les pas, qui date de 95. Ensuite, rüya yorumları, interprétation de rêve. Nous avons les pieds, cette fois-ci. Donc les traces de pas renvoient inévitablement, donc je n'entre pas dans les détails des analyses, mais juste pour donner quelques idées sur les analyses. Donc c'est la temporalité, c'est le temps qui passe, mais pas seulement le temps qui passe, mais le temps qui dévaste avec l'humanité, n'est-ce pas, les forêts, la nature, etc. Et les pas ensuite s'ouvrent sur une autre isotopie, à savoir l'isotopie de la réflexion, l'isotopie de la méditation de l'artiste. C'est une série de photographes, filles, Nothing is Everything. C'est une invitation à la réflexion, comme vous voyez, et vous reconnaissez ici tous les éléments,
l'habit, une sorte de camisole, de chemise, les pas, la marche et le visage. On le connaît maintenant. Donc, dans ce langage, la syntaxe s'avère nettement. Dans l'homme qui marche, donc le burno, le bâton, le fond Pierrot, ce sont les éléments constitutifs avec le corps, et nous reconnaissons les éléments grammaticaux, donc je viens de dire, et qui forment un syntaxe à partir des pas, de la marche, de l'errance, de venir de rien, d'aller à rien. C'est une réflexion soufite, comme insinue le titre de l'œuvre, et à partir de là, il reste au lecteur, au visiteur, au spectateur de construire sa propre histoire introspective. Et la logique de l'image, c'est très pertinent chez Balkan Naci İstimyeli. Et je vais maintenant vous montrer quelques photos du déjà vu. Maintenant, vous allez saisir tout de suite la logique de l'image qui est très minimale, très minimaliste. La fille qui embrasse la main, le déjà vu, ce sont les rites de notre culture, les rites les plus connus, tellement connus que nous ne faisons pas attention. Mais en effet, ce sont les rituels collectifs. La fille embrassant la main, se raser, c'est un rituel, n'est-ce pas? Lire un livre, la fille qui lit le livre, la fille qui prend des pilules quand elle a mal à la tête, elle prend des pilules. C'est le sang du mouton sacrifié. Non, c'est kına. Non, c'est pas kına, c'est adak kına. Adak kına, c'est pour protéger quelqu'un des malheurs. La peinture, évidemment, il est là, le peintre, avec son modèle. Donc, j'ai pris cette photo. Vous voyez la source de lumière qui se répète. Il était un grand admirateur des images canadiennes, donc à peu près les mêmes couleurs. Donc, qu'est-ce que je vois dans cette série? Les acteurs sont montrés comme des actants. Quelqu'un à qui on tient la main, quelqu'un qui embrasse, quelqu'un sur le front de qui on met quelque chose. C'est tout. Ce sont des actants. Ils n'ont pas d'histoire. Tandis que dans d'autres séries comme Sourette, il y avait une histoire. Donc, ce sont des actants réduits à un faire relevant d'un rituel que nous connaissons tous. Pas d'action. Donc, c'est une logique de démonstration centrée sur les rituels. C'est un acte et il est partagé entre les sujets. C'est une logique narrative, exempte d'histoire, ça ne renvoie à aucune histoire. Donc, pas de représentation thématique, figurative, etc. Donc, c'est schématisé, c'est pourquoi il n'y a pas d'habit. Alors, j'ai fait le bilan, un tableau des éléments. Certains, donc j'ai relevé leur valeur. Donc, certains ont des actants collectifs, comme embrasser la main, mettre le sang du mouton sur le front, prendre le pouls, faire le tatouage. Donc, parfois, c'est individuel. Certains sont collectifs, comme lire dans le marc du café. Donc, je n'ai pas repris toutes les photos. Peindre, c'est individuel. Séduire, il y a un homme qui regarde une femme. Donc, c'est la séduction. Flirter, c'est entre deux personnes. Donc, j'ai relevé un peu comment les actants se présentent. Ensuite, j'ai chercher à définir leur valeur d'usage. Certains sont populaires, répandus, acceptés, répandus, populaires. Certains sont malsains. En Turquie, il y a des problèmes avec des gens qui se coupent, gilet atmak. Donc, c'est un rituel, ça existe, mais c'est malsain, donc c'est dysphorique. Comme prendre des... Où sont mes pilules? Les pilules sont là. Ah. Je ne vois pas les pilules de poule. Ah, je ne vois pas. Je l'avais mis pourtant. Séduire, faire un tatouage, par exemple, faire un tatouage
ambivalent. Parfois c'est accepté, parfois c'est mal vu, n'est-ce pas? Écouter la porte, c'est impropre. Finalement, il nous a donné beaucoup d'éléments à réfléchir sur l'aspect des rituels. Certains sont dysphoriques, certains sont... nous les rejetons, certains nous les acceptons, mais c'est une façon de réfléchir sur les rituels. Donc, la structure narrative ne montre que des figures avec une structure sémantique qui renvoie à la convention, spiritualité, mémoire collective, mais une mémoire collective qui renvoie aussi au mal-être. Parfois, les rituels font souffrir. Il y a aussi des photos des enfants à qui on coupe les cheveux, etc. Donc, c'est toute une... un autre élément sur lequel j'avais pensé, c'était l'ombre, Gölge. L'ombre, c'est un élément constitutif de son discours visuel et il s'intéressait beaucoup au visible et aussi au non-visible qui invite à penser. Je vais vous montrer quelques séries concernant l'ombre. C'est la photoroman d'une femme au foyer. La modèle est là, Cézanne Anon, elle est là. Ça date de 81. Donc, une femme au foyer est montrée pas en tant que visage, mais par son ombre. Elle est l'ombre. Elle n'a pas sa façon. Et vous voyez la femme devant, les hommes derrière, les ombres. Donc, comment les ombres existent dans notre vie. Le photoroman d'une femme au foyer, ça continue. Et derrière, vous voyez le profil de l'homme. Cité des ombres, c'est nouveau. Ça date de 2009. Il disait que ça montre que nous sommes dans une ville où il n'y a que les ombres, comme les masques. Les ombres, les masques. C'est l'incommunication, c'est l'existence, enfin la présence sans communication. C'est la suite de la série. Donc, l'ombre, c'est un des éléments qui le hantait. Bon. Dans sa grammaire, dans son syntaxe, il y a aussi cette forme de réécrire l'histoire de la peinture, l'histoire de l'image. Donc, dans Sourette, il a reconstruit le conte populaire et l'art populaire, il fallait aussi ajouter, et il a réinterprété la tradition et l'interdiction de l'image. Sourette, c'est le visage, mais Sourette, c'est aussi le visage de Dieu dans notre croyance. Donc, il est interdit de faire le visage, de peindre l'image de l'homme, de la femme, parce que quand on fait le dessin de Dieu. C'est interdit par la religion. Donc, il y a eu toute une période où les peintres ont fait des images, ils ont illustré les photos, les contes de Leyla, Mecnun, etc., sans signer. Il n'y avait pas de signature dans leurs œuvres. Alors, il a redonné la présence, l'existence aux peintres anonymes de l'histoire. Alors, c'est le sommeil de 3 ans de l'artiste, 300 yıllık uyku, c'est l'histoire de Kıtmir et les 7 dormants, c'est une légende turque, une légende anatolienne, et leur chien est là, et ce sont les 7 dormeurs qui dorment, qui oublient tout, c'est une histoire populaire, une légende populaire. Il a repris le train de Hijaz. Le train de Hijaz, c'est une autre cliché de l'histoire anonyme, populaire. Hijaz traînée, ceux qui partent et qui ne reviennent pas de la guerre. Donc c'est une nouvelle version. Et ça s'appelle Ceux qui partent grandissent et ceux qui restent rétrécissent. Donc ce sont des titres que le peintre donne lui-même.
Ça, c'est le chameau de Hazreti Ali. Ali, c'est un prophète et il est reconnu avec son chameau. Il a repris cette histoire. Tout à l'heure, on a vu une histoire biblique. Maintenant, nous avons ici une histoire de la religion musulmane. Donc, l'homme porte sa propre mort dans la version de Balkan Nargis Simile. Et l'art est le vrai visage de l'artiste. Donc, ce sont toute une série qui reprend l'anonymat de l'artiste du passé en mettant la photo, le visage du peintre dans la peinture. Ensuite, il s'est intéressé, c'est mon dernier corpus, il s'est intéressé à reformuler la mode sous un nouvel aspect. Matah, ça vient de deux mots, Mahmoud Pacha et Tahtakale. Ce sont les deux centres des grands achats populaires turcs, Istanbul. À Istanbul, quand on veut aller acheter quelque chose de bon marché, on va soit Tahtakale, Mahmoud Pacha, qui sont en effet dans le même quartier. Et donc, il a rendu hommage à la mode bon marché. Et il a fabriqué lui-même les vêtements, donc l'isotopie du vêtement, reprise dans le discours artistique de Balkan Nargis Simile. Vous voyez les sachets de thé qui ornent ce vêtement en nylon. On va voir beaucoup de nylon. Donc, au lieu de haute couture, j'ai inventé un mot, j'ai dit fausse couture en traduisant. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des tulles, ce sont des choses en nylon. Mais il a créé des objets. Donc, vous voyez aussi, ça c'est une secrétaire. Les postes sur sa tête, vous voyez, sur les bureaux, on met les post-it. Vous voyez, sur la tête, vous voyez les notes collées, pour ne pas oublier. Vous voyez, post-it. Et sur cette secrétaire a aussi des rouleaux de papier sur lesquels est indiqué les choses à faire. C'est un type de tophane, c'est les bas quartiers des kabadayı, comme on dit en turc. Donc, il a une aiguillère de couturier. Vous voyez les rasoirs en plastique, jetable. Le tuyau de mangal, de barbecue, c'est un camisole de force, vous connaissez maintenant, camisole de force. Un type, voilà, il est toujours avec ses pilules, qui prend des pilules, c'est le mode masculin. Et donc, c'est un yorgan, ce sont des yorgans faits pour les jeunes mariés avant. Et vous avez ici le hallach, avec lequel on bat le coton pour mettre dans le yorgan, dans la couverture de... donc, comme vous voyez, c'est un habillé. En détail, vous avez ceci. Un autre vêtement, c'est le tapis de bain. C'est le tapis de bain. Et dans le chapeau, vous reconnaissez le tuyau en plastique, les lunettes de nage, et vous reconnaissez le tapis de bain devenu une fausse couture. Donc, j'ai relevé les vêtements, j'ai énuméré les vêtements, les jupes, chemisiers, tuniques, chemises, pantalons, avec des accessoires comme chapelet, bonnet, gants. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce sont des tissus bon marché en vinyle, nylon, tissu en nylon, tulle, mais tulle de rideau, hein, pas des tulles de haute couture, des tissus en toile de jute.
Et les objets du quotidien, des dominos, des housses, des rasoirs, des tapis de bain, des tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation, sacs à provisions, maillet de halle, tuyaux de barbecue. Les éléments sont donc plastique, nylon, textile, bois, maille de nylon. Et sur l'isotopie de l'art, nous avons donc les titres comme Deli Deli Tepeli, vous reconnaissez le camisole de force avec le tuyau de barbecue, Shopping, Flies and Virgin, But, Tophane, etc. Finalement, pour conclure, je dirais, je crois qu'il est temps, donc c'était un peintre et un conteur. Donc c'est pourquoi, en tant que l'analyse sémiotique m'a prêté beaucoup d'instruments parce qu'il voulait raconter quelque chose. Il avait une histoire à raconter dans chaque exposition. Il avait un discours bien construit avec des codes de l'écrit, des codes du visuel, des codes du vestimentaire. Et chaque fois, de façon ironique, de façon parfois caricaturale, de façon parfois tragique, il voulait raconter la douleur qu'il éprouvait devant ce monde qui change, qui va vers son déclin. Il avait ausculté le monde qui devient de plus en plus inhabitable, avec des migrations, notamment vous voyez vous avez vu beaucoup d'immigrés. Les valeurs qui se dégradent, les valeurs creuses, les masques, les jeux des masques, les jeux masqués qu'il a repris sous diverses formes dans sa peinture. C'était un peintre, mais c'était aussi un narrateur, un témoin et un être de son art qui nous invitait à réfléchir chaque fois. Et la sémiotique visuelle, comme vous voyez, m'a permis d'entrer dans ce monde pluriforme, protéiforme, pluricode, et d'y trouver les éléments de sens que j'ai essayé de décrire, de rassembler dans un ouvrage unique. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Nous avons quelques minutes pour passer aux questions, si vous en avez, après cette intervention de Oui, chère Nadette, merci beaucoup pour cette intervention passionnante. C'était vraiment très très beau, merveilleuse. Je suis curieuse de savoir, tu as dit que tu as fait la connaissance du peintre et il a lu une étude que tu as faite sur son art, sur ses œuvres. Et je voudrais savoir ce qu'il a pensé en fait à propos de tes analyses. Parce que moi j'ai fait une analyse du roman de Kenizé Mourad, qui s'appelle De la part de la princesse morte. Oui. Et je l'ai présenté à Paris dans un colloque. Et à l'époque, Kenizé Mourad vivait à Paris. Et je l'ai contactée, je l'ai invitée à la conférence, elle est venue. Et elle m'a écoutée. Et après, elle m'a dit, je suis très impressionnée par votre analyse. Mais vous savez, les écrivains ne peuvent pas penser à tout ça. Oui, tout à fait. Et s'ils pensent à tout ça, ils peuvent pas écrire. Tout à fait. Est-ce que tu as eu une réflexion similaire de la part de l'artiste? Tout à fait. Parce que par l'analyse, j'ai l'impression qu'on fait ressortir ce que les artistes n'ont pas réalisé au niveau de la réflexion. Oui, oui. Ça reste peut-être au niveau de l'affect. Tout à fait. Voilà, je suis curieuse de savoir Oui, s'il a tout à eu fait. une telle impression. Tout à fait. D'ailleurs, comme je l'avais dit, il a dit, c'est très intéressant ce que vous faites, je ne comprends pas bien cette terminologie vie, mort, non-vie, non-mort, mais c'est très sérieux, s'il vous plaît, continuez. C'était la première réaction. Ensuite, il a dit,
je fais une nouvelle exposition, voudriez-vous oui, oui, bien sûr. Je sais, vous allez écrire quelque chose auquel je n'ai pas pensé, mais ça me donne à réfléchir sur l'œuvre que je construis. C'est très important de la part de Balkan. Et il a toujours respecté les analyses que j'ai faites. Je n'ai jamais, d'ailleurs, je n'ai jamais demandé qu'est-ce que vous avez voulu faire. Non, c'était pas la peine, c'est pas notre affaire à nous. Mais chaque fois, il disait, vous trouvez des choses très intéressantes, surtout cette stratification. Par exemple, dans Sourette, il y a l'histoire traditionnelle, la tradition et la modernité. Donc j'ai relevé ces deux structures. Il a dit, c'est formidable ce que vous dites. Oui, je rends hommage aux peintres perdus, disparus, mais vous les formulez très bien. Donc il respectait beaucoup et il disait que il fallait d'autres travaux, réflexions de cette sorte. Mais la même chose est arrivée à moi avec Firuzan et Adalet Ağaoğlu. J'avais fait deux analyses. Elles m'ont appelé, c'était des périodes différentes. Je ne connais pas ce que c'est Sözcelem et l'énonciation. Je ne savais pas que il y avait une composante énonciative dans ma nouvelle, mais je vous remercie beaucoup. Ce sont des choses auxquelles nous ne pensons jamais, mais qui donnent une certaine vue sur le travail que nous faisons. C'est exactement la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci David, tu as fait un travail énorme et finalement, si j'ai bien compris, tu as d'une certaine façon, tu nous as montré toute l'œuvre de cet artiste. Et je ne sais pas si c'était un ordre chronologique, mais j'ai vu qu'il a aussi changé beaucoup. Et donc, je me demande si le travail que tu as fait au niveau des syntaxes peut devenir aussi la base pour mesurer ces changements. Parce que, effectivement, dans les par exemple, les premières choses que tu nous as montrées, c'était vraiment les rapports entre visuel et verbal. C'était très fort. Il y avait quelque chose de Magritte aussi, non? Oui, oui. Et sinon, il y a cette partie avec les alphabets, les visages qui m'ont fait tourner à l'esprit Barthes quand il analyse Massin, par exemple. Et donc, mais en même temps, il y a des choses qui changent. Oui. Par exemple, à la fin, il ne me semble pas qu'il travaille sous ces rapports entre langage mais il abandonne un peu la question du rapport entre visuel et verbal. Donc, il y aurait aussi une syntagmatique qui laisse tomber des choses et qui en introduit. Donc, ma proposition, ce serait de donner aussi une chronologie à ton tableau syntaxique. Oui. C'est-à-dire voir comment cette syntaxe change. Oui. Oui. Tu as raison, c'est tout un travail. D'ailleurs, c'est tout un travail. Je n'avais pas le temps de l'aborder, mais c'est très important parce que il y a deux périodes très importantes dans l'œuvre de Balkan Naci İstimyeli. Une période où il y a les pentimento, qui sont toujours les plus vendus, les plus aimés, et à partir d'un moment, il commence à faire des installations. Et toutes les fanatiques de Balkan Naci İstimyeli me disaient « Ah, vous connaissez ?» Oui.
Pourquoi il ne fait pas des peintres maintenant? Les premiers, vous voyez, les premiers tableaux où il y a beaucoup de pictural, d'art plastique. Puis il a abandonné ça pour revenir aux installations. C'est vrai qu'il y a eu des coupures très importantes, une coupure d'ailleurs très importante, mais ce qui est important, c'est très bien ce que tu as dit, vers la fin de ses travaux, 2012, 2013, il est mort en 22, pardon, et vers la fin, il a fait beaucoup plus de photocollages sur la nature qui se dégrade, la planète qui est l'esclave de la pollution. Il avait des préoccupations beaucoup plus écologiques et aussi la migration, parce que Istanbul c'est une ville qui reçoit beaucoup de migration. Ces photos avec sans visage, uniquement avec ces lettres calligraphiques, un minimalisme de ce genre-là. C'est vrai, à chaque période, il y a une organisation syntagmatique, c'est vrai. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci. On ne va pas priver la parole. Merci beaucoup. Moi, j'avais, en t'écoutant, une question théorique ancienne qui surgissait à l'époque de l'étude que tu as rappelée de Roland Barthes sur les peintres Panzani, qui est la question de la connotation. Et on peut dire que cette étude, dans le champ sémiologique et sémiotique, a popularisé le concept théorique de connotation, avec sa définition Yamslevienne stricte, qui est un plan de l'expression qui devient langage, c'est-à-dire plan d'expression et plan de contenu, s'opposant au métalangage qui est un plan du contenu qui devient langage, avec son plan d'expression et son plan du contenu. Et d'une certaine manière, je me suis demandé, c'est une question que je te pose, si cet effet de connotatif propre aux peintures, l'activité picturale décrite par Barthes à partir de la publicité n'est pas plus généralisable et ne vient pas se confondre avec le métalangage. Je veux dire, si tout ce que tu nous as montré, moi il m'a semblé que c'était aussi un discours sur la peinture, enfin, des images sur l'image. Par exemple, des images sur l'interdit de l'image, des images sur... Oui. Donc, il y avait et comme si la connotation ne venait pas se confondre avec le métalangage, avec un métadiscours. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Le micro. Oui, c'est très bien. Tu as raison. D'ailleurs, le peintre ne visait que ça. C'est-à-dire, il avait toujours, c'est très bien ce que tu dis, il avait toujours cette idée de construire un discours, son discours artistique sur les productions artistiques qui existaient. Par exemple, les collages où nous avons vu Abdulhamid, c'est un discours sur d'autres discours déjà construits. C'est pourquoi dans oui, sur des référents concrets, et même quand il y a les sourettes, les anciennes images anonymes qui sont reprises par l'auteur, il y a toujours chez lui cette façon cette référentialité qui renvoie à une tradition, même pour les rites. À partir de l'existant, il a fait une sorte de méta-discours artistique. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce n'est pas une question, mais j'ai eu une impression en regardant les œuvres, surtout cette série qui concerne les vêtements. Oui. Et il y avait ce stéréotype de camisole de force. Oui. Et les caftans et les autres robes aussi. Ça ressemble beaucoup aux camisoles de force. Oui. J'ai eu l'impression comme si l'artiste a voulu dire que nous devenons tous petit à petit des fous. Oui. Je ne sais pas si les autres Oui, oui. personnes ont eu la même impression. Vraiment, j'ai ressenti ça. Comme on dit, la philologie mène à la folie, et pour lui, c'est l'art qui mène à la folie. Mais tu as raison. C'est le monde, c'est la vie qui nous C'est mène la à vie. la folie. Déjà. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, je vais appeler le professeur Denis Bertrand pour remettre la plaquette au professeur Jacques Christophe. Et pour te remercier, je vais te remettre cet objet que tu connais, qui est une plaquette, appelée plaquette, mais qu'on pourrait presque appeler une stèle. Stèle, oui. qui est très, très intéressant parce que la stèle a beaucoup de significations mémorielles en particulier. Et donc, au nom de cette mémoire, mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. Nedret, nous le connaissons depuis très très longtemps. Et nous collaborons, nous travaillons, nous sommes rencontrés des quantités de fois ici même, à Istanbul, en France, à Paris et d'autres. Mais je voudrais souligner quelque chose de très très remarquable chez Nedret qui a été rappelé. Nedret, tu es très investi dans les institutions sémiotiques françaises et européennes et romanes. Et c'est d'autant plus, avec Isabella, tu as été secrétaire général de la FEDROS, Fédération romane d'études sémiotiques, qui est une fédération qui invite à réunir les chercheurs en sémiotique, qui ne sont pas forcément des natifs en langue romane, mais qui travaillent, qui font leurs recherches dans une des langues romanes. Et ça, je me souviens, puisque nous avions créé cette fédération, il y a en 2017, à la suite, 2018, à la suite du congrès pour le centenaire de la naissance de Greimas à Paris, à l'UNESCO. C'était là que c'était né cette idée. Et donc, je veux dire, tu es aussi membre de l'association française de sémiotique. Et je dis que tu joues un rôle de passage, de passeur, de passeuse. Et comme on est au bord d'un cours d'eau qui fait le passage entre les mers, je veux dire, tu es la Bosphore de la sémiotique. Voilà. Et je te remets cette... Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, nous venons de terminer la deuxième journée de la deuxième école d'été en sémiotique de l'Université Galatasaray. Et nous vous attendons demain pour la troisième journée de la deuxième école d'été en sémiotique de l'Université Galatasaray. Nous reprendrons dans cette salle-ci. Il n'y aura plus de changement jusqu'à vendredi. C'est-à-dire que les 2 derniers jours se passeront ici. Donc je vous rappelle, si vous voulez venir au repas du vendredi soir, il faut vous inscrire auprès de Yasmine. Merci et bonne soirée.